Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand journal de ce lundi 5 juin sur Martinique la Première. À la une ce soir, le terrible bilan des inondations meurtrières en Haïti, des glissements de terrain ont fait plus de 50 morts et disparus durant le week-end. Les sinistrés se comptent ce soir par milliers et il manque de tout, en particulier d'eau potable. Le nouvel appel aux dons lancé par l'établissement français du sang, les réserves sont actuellement au plus bas, ce qui a déjà des conséquences à l'hôpital. Les donneurs sont plus que jamais sollicités. Faut-il se résoudre à partir pour être soigné correctement face au délai de prise en charge de certaines pathologies? De plus en plus de Martiniquais n'hésitent plus à prendre l'avion pour consulter des spécialistes. Afin de répondre à la demande, une entreprise spécialisée a vu le jour l'an dernier. Le Tour d'Ailleul et le Tour cycliste seront-ils bloqués par des ouvriers en colère? Les employés du BTP menacent de perturber l'organisation des grands événements sportifs à venir. S'ils n'obtiennent pas satisfaction sur leur demande d'augmentation de salaire, ils veulent 6% quand les patrons du secteur en proposent 2%. Et enfin, le retour de Kassav en Europe. 3 semaines après une première sortie à Sainte-Lucie, le groupe a entamé sa tournée ce week-end à Arles, dans le sud de la France. L'occasion de constater que même sans Jacob Desvarieux, Kassav crée toujours l'événement. 42 morts, au moins 11 disparus, une centaine de blessés et des milliers de familles sinistrées. C'est le bilan encore très provisoire livré par la protection civile haïtienne après les dramatiques inondations du week-end. L'ouest du pays a été très touché. La situation est particulièrement préoccupante dans le secteur de Léogane. Michel Gendre. Ces images publiées sur les réseaux sociaux montrent des rues et des maisons de Léogane totalement submergées. Des véhicules sont même emportés au gré du courant. Cette commune de Léogane, située au sud de Port-au-Prince, est l'une des zones les plus touchées par les inondations. Les habitants ont dû bien souvent se réfugier sur le toit des maisons. Beaucoup ont été surpris par la brusque montée des eaux, comme cet homme avec un bébé dans les bras. À travers tout le pays, des victimes ont été emportées par la force du courant. C'est habituel en Haïti. Les averses gonflent soudainement les rivières, charrient un torrent d'eau et de boue qui emporte tout sur son passage. Le bilan provisoire est déjà bien lourd, plus d'une 50aine de victimes et de disparus, des blessés en pagaille et quelques 14 000 maisons inondées. Dans un pays sous l'emprise des gangs, la protection civile haïtienne tente de s'organiser et de mobiliser ses troupes afin de venir en aide aux milliers de sans-abri. Besoins qui gagnent, c'est des besoins que nous comprenons certainement qui c'est de l'eau de boisson, de l'eau potable. Et nous avons des besoins en termes d'hygiène, nous avons des besoins en termes d'aliments. Nous voulons adresser l'hôpital avec centre de santé, particulièrement dans la zone Gressier, dans la zone Léogane et certains là qui sont dans le sud-est, qui inondés et que nous voulons pour retourner fonctionnel le plus vite que possible pour continuer à soins. Nous faisons tout pour nous continuer à renforcer tout l'autre centre de santé pour nous prévenir flamber choléra qui a gagné parce que nous toujours connaissons que là nous avons une situation de l'eau, nous toujours des maladies hydriques qui viennent suivre de ça. Il faut faire attention, choléra toujours là et à l'occasion de problèmes ça yo, choléra capable gagner une grande poussée en Haïti. Dans un pays où l'alimentation en eau est déjà problématique, on s'attend à une aggravation de l'épidémie de choléra avec cette nouvelle catastrophe climatique. Cette maladie qui frappe les plus pauvres a déjà fait 800 morts en Haïti depuis sa réapparition en fin d'année dernière. Alors que le choléra menace en Haïti, la solidarité devrait rapidement s'organiser, notamment au départ donc, de la Martinique, afin de venir en aide aux sinistrés. Les besoins les plus urgents, vous l'avez entendu, concernent les kits d'hygiène, l'alimentation et surtout l'eau potable. Et alors qu'Haïti aurait sûrement bien besoin de sang, nos stocks sont aujourd'hui insuffisants pour couvrir notre propre demande. L'établissement français du sang tire encore une fois la sonnette d'alarme ce soir et lance donc un appel afin que de nouveaux donneurs se fassent connaître. Car la pénurie a déjà de lourdes conséquences, comme l'ont constaté Nathalie Josse et Fabienne Léonce. Ce matin, au Saint-Esprit, quelques donneurs ont répondu à l'appel au secours de l'établissement français du sang. Les stocks sont au plus bas et la situation est critique. Nous faisons des collectes dans lesquelles nous avons une fréquentation très très faible. Mais là, c'est devenu tellement inquiétant la semaine dernière que nous avons lancé un appel.
Il nous manque environ 40% des poches de sang qui sont utilisées pour les malades en Martinique. Donc nous avons été obligés de faire appel à la solidarité nationale en faisant venir plus de poches de sang que ce que nous faisons habituellement. Lina, donneuse régulière, est consciente de la nécessité d'aider ceux qui en ont besoin. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas d'ailleurs. Ça va si vite et que ça peut aider quelqu'un et on ne sait jamais à quel moment on en aura besoin. Donc il serait bien que les gens commencent à venir. Marie, elle, donne pour la première fois car les aléas de la vie l'ont rattrapée. C'est la première fois, donc voilà, comme mon compagnon, il est vraiment malade, il manque du sang. Donc j'ai dit, bon, tiens, ça m'intéresse, je vais donner un peu de sang. Ce manque de donneurs et donc de poches de sang désorganise de nombreux services médicaux. Et qui plus est, certaines spécificités de groupes aux Antilles sont toujours manquantes. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les donneurs martiniquais, Antillais en général, ont des groupes sanguins qui ne se retrouvent pas forcément en métropole. Et ça nous met en difficulté malgré l'apport de poches de métropole. La grosse difficulté, ce sont les drépanocytoses. Les patients drépanocytaires bénéficient d'échanges de sang tous les mois avec de grosses quantités de sang. Et là, on a impérativement besoin de sang de gens d'origine afro-antillaise. Les bus de l'EFS sillonneront plusieurs communes de Martinique en espérant attirer de nombreux donneurs afin de retrouver des stocks suffisants. On reste dans le domaine de la santé avec une nouvelle illustration des difficultés à se faire soigner correctement en Martinique. L'exemple est celui de cet homme qui devait attendre 6 mois pour un rendez-vous chez un chirurgien et qui finalement a décroché une consultation en 2 semaines à Paris. De cette aventure est née une entreprise spécialisée dans le tourisme médical au départ de Fort-de-France. Stéphane Lupon avec Stéphane Petitfrère. 6 mois de délai pour un rendez-vous médical, inacceptable pour Laurie et son père. Face à l'urgence, celle qui est alors installée en France en qualité d'assistante de gestion décide de prendre le taureau par les cornes. Les délais d'attente en Martinique sont vraiment longs dans certains domaines, pas dans tout non plus, dans tous les domaines. On a de bons spécialistes en Martinique, il faut le dire quand même, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Daniel, son père perdait la vue. Son témoignage est édifiant. C'était vraiment, il y avait l'urgence. Quand on me donnait en Martinique 6 mois d'intervalle, eh ben à Paris, on m'a fait dans les 2 semaines qui suivent, j'avais déjà mes yeux et tout ça, et opération. Pendant 2 ans, Laurie a poursuivi son assistance auprès de sa famille. Sa mère, son beau-père sont partis grâce à sa prise en charge. Désormais installée en Martinique, elle accompagne les particuliers qui souhaitent éviter les nœuds de la chaîne de soins. Beaucoup de Martiniquais prennent la décision de partir sur Paris pour se faire soigner. Il y en a qui galèrent, il y en a qui paient extrêmement cher. Et donc moi, vraiment, je suis là pour organiser, pour trouver les meilleurs tarifs pour eux. Comme pour cette dame au téléphone. Elle quitte la Martinique cette semaine et c'est le moment de faire le point sur son dossier. Le 12 aussi, à 13h30, rendez-vous chez l'ophtalmologue. Oui. Voilà. Pour la patiente, l'accompagnement de Laurie arrive comme une libération. Je recherche déjà par moi-même pour trouver un chirurgien sur la métropole. Et elle a trouvé sans problème. Elle a géré la prise de rendez-vous. J'ai rien eu une affaire en fait. Donc elle a fait le taf. Les témoignages se multiplient pour dénoncer un allongement des délais dans les prises en charge de rendez-vous médicaux. Signe que les écarts se creusent encore entre la Martinique et l'Hexagone et peut-être d'un avenir florissant pour cette nouvelle activité. Une question à présent, comment imposer un tourisme durable, respectueux de notre culture et de notre environnement sur donc, la destination Martinique? C'est notamment pour répondre à cette question que les professionnels du secteur sont rassemblés. C'est en ce moment dans un hôtel de Fort-de-France, 35 ateliers, une série de conférences programmées dans le cadre de cette quinzaine qualité tourisme de la Chambre de commerce. Avec quels enjeux? On voit cela avec Caroline Antich-Martin et Aurélie Treuil. Ici, nous avons une salle de bain rénovée avec déjà les économiseurs, les mousseurs intégrés. On a pris le pari maintenant d'être plus sur un distributeur de savon, donc d'éviter tous les petits flacons.
Des petits détails qui font la différence. Pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante en matière de respect de l'environnement, cet hôtel s'adapte et investit. Clés magnétiques, ampoules basse consommation et même ce biocomposteur pour traiter les déchets organiques issus de la restauration. On monte ici, on met à l'intérieur donc les déchets alimentaires qui sont coupés en petits morceaux d'abord, les copeaux de bois, et ensuite c'est très simple, petite manivelle ici, on fait des tours, hop, pour bien mélanger, aérer, brasser tout. On fait 5 tours par jour tout simplement. Et ensuite, ce qu'on met en jour 1 sort en jour 15 en compost. Coût de ce composteur 12 000 €, une charge supplémentaire pour l'entreprise. L'essentiel, c'est de gagner ce pari-là, d'être dans un donnant-donnant. En fait, la clientèle, elle paye pour un certain service et nous aussi, ça nous permet d'améliorer la qualité et la rentabilité de l'entreprise. Et grâce notamment à ses investissements éco-responsables, l'hôtel affiche le label Qualité Tourisme. Aujourd'hui, nous avons 7 catégories d'entreprises qui peuvent intégrer ce dispositif. Et pour cela, il faut qu'ils répondent à un certain nombre de critères. Donc effectivement, dans le cadre de cette thématique aujourd'hui, nous avons un bloc sur le développement durable qui permet d'initier les entreprises déjà à la transition écologique de leur activité sur des petites actions sur la gestion économe de l'eau, la gestion économe de l'énergie, le tri sélectif par exemple. Voilà, donc à partir de cette marque, en fait, on amorce déjà une première transition écologique pour les entreprises. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 77% de la population souhaite voyager de manière durable. Eux vont promouvoir notre destination en partant à l'assaut du Fort Boyard. Des élèves du lycée de Croix-Rivaille ont dû décoller donc cet après-midi du Lamentin, direction La Rochelle. Vous les voyez ici à l'aéroport. Ils vont présenter notre yole ronde à l'occasion de la grande semaine du nautisme de la ville. Principal défi, donc naviguer à bord de l'embarcation traditionnelle autour donc du fameux fort. Quelques impressions recueillies donc juste avant le décollage par Fabienne Léonce. C'est exceptionnel parce que déjà de pouvoir représenter le sport traditionnel de mon île, forcément ça fait plaisir, et de pouvoir faire découvrir la yole à l'étranger. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais arriver à ce stade-là et que c'est un plus dans la vie, c'est un plus que j'espère qu'on va y arriver parce qu'on est ambitieux, on veut gagner en fait. Perso, moi je suis prêt parce que depuis la Martinique on s'entraînait beaucoup, énormément. Donc je fais comme si on est en Martinique. Aujourd'hui, ça y est, c'est le résultat de beaucoup de mois de travail. Donc on s'en va pour La Rochelle. Tout le monde, ils sont super contents, ils ont leur tenue, les habits de lumière. Voilà, c'est toujours un moment un peu excitant parce que c'est concret. Jusqu'à hier, on en parlait, alors que là, aujourd'hui, ça y est, on est à l'aéroport, les billets d'avion, et puis crescendo, les choses vont se mettre en place. Dès notre arrivée à La Rochelle, on est reçu en mairie par le maire. Et puis, dès le lendemain, on commence les navigations et ça enchaîne jusqu'au dimanche de navigation. Mais le programme est riche. On a des navigations avec le bateau Maître Coq, l'IMOCA qui a gagné le Vendée Globe. On aura un superbe échange avec le lycée maritime de La Rochelle. Et puis, bon, il y a ce fameux défi sportif de réaliser le tour du Fort Boyard. Voilà, les lycéens de Croix-Rivaille qui seront sur GFA à La Rochelle. Et justement, le bon déroulement du Tour de la Martinique des Yoles Rondes, mais aussi celui du Tour cycliste, sont ce soir menacés par des représentants des ouvriers du BTP. Ces derniers se livrent avec les patrons du secteur un véritable bras de fer au sujet des augmentations de salaire face aux dernières propositions patronales jugées insuffisantes. Les syndicalistes promettent donc de passer à l'action d'ici quelques semaines. Franck Zozor avec Christelle Sivat. 2,22% d'augmentation, c'est la proposition des syndicats des patrons du BTP, alors que les ouvriers représentés par Raymond Granville réclament 5,9% d'augmentation. Les syndicalistes estiment que les entreprises du BTP peuvent supporter ces hausses de salaire. Nous nous donnons une semaine pour revoir l'ensemble des salariés de la branche, tenir des assemblées générales dans les entreprises, à la maison syndicale, et à partir du moment où les employeurs ne nous ont pas convoqués à une nouvelle commission paritaire de branche, nous allons entamer ce qu'on appelle donc, la grève.
Pour Eddy Ouli, le président de la Fédération française du bâtiment, les entreprises du BTP ne pourront pas supporter ces augmentations. Leur situation est catastrophique. Il n'y a pas assez de marché et les délais de paiement sont trop longs. Tous ces éléments-là font que les entreprises n'ont pas la trésorerie. À tel point, nous concernant FFB, nous regroupons, j'ai envie de dire, toutes les entreprises, petites, grandes et moyennes. Ce que je peux vous dire, c'est que la petite entreprise de moins de 10 salariés est quasiment dans les capacités de payer des salaires trop importants. Aujourd'hui, elle paye des salaires nets, mais elle est en capacité de payer les charges qui vont avec. On en est là aujourd'hui. Mais le représentant des ouvriers ne l'entend pas de cette oreille. Il estime que les entreprises calculent leur marché en tenant compte des augmentations du SMIC et des matériaux et qu'elles ne sont pas répercutées sur leurs fiches de salaire. Ça, c'est des écrits. Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez signé un marché avec un devis à 100, allez faire comprendre à un maître d'ouvrage qu'il faut augmenter les prix, ça c'est autre chose. On n'en est pas encore là. Nous, ce qu'il nous faut, c'est de la commande et des paiements rapides. Et à ce moment-là, on peut discuter. Pour l'instant, encore une fois, nous ne sommes pas fermés dans la négociation, bien au contraire. Il faut qu'on se revoie et je crois que la porte est grande ouverte. Si une augmentation de 5,9% était accordée aux ouvriers du bâtiment, le salaire de certains d'entre eux passerait de 13,47 € à 16 € l'heure. Ce qui correspond à une augmentation mensuelle qui se situe entre 40 et 60 € sur leur fiche de salaire. S'ils n'obtiennent pas cette augmentation, les ouvriers du bâtiment pourraient se lancer dans une grève dure. Nous sommes prêts à tout faire, y compris bloquer le tout cycle de Martinique sur ces différentes étapes, bloquer le départ du tout de Yelwand sur ces différentes étapes, tant que nous n'obtiendrons pas nos 5,9%. Parce qu'il n'est pas question d'avoir moins que l'inflation dans les nouvelles grilles de salaire. En plus des salaires, les ouvriers du BTP réclament également l'augmentation de leurs primes de transport et de l'indemnité de licenciement. Les réunions de l'intersyndicale se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine. Allez, prenons maintenant la direction de l'ouest de la Guyane pour une belle histoire de réussite locale, celle d'une agricultrice de Saint-Laurent-du-Maroni, originaire du fleuve, qui vient d'ouvrir une usine de conditionnement d'œufs. Elle devient ainsi la pionnière de cette filière dans la région. Portrait signé Éric Léon. Sur les images, nous voyons Diana parcourir comme chaque jour les allées de ses pondoirs pour s'occuper de ces milliers de poules avec dévouement. Il y a 5 ans, prendre soin de poules pondeuses n'était qu'un rêve qu'elle a vu prendre de l'ampleur. J'ai commencé avec 5000 poules depuis 2018 et j'avais vu que le projet prenait de l'ampleur. Donc là, vu que ça augmente, donc il fallait faire quelque chose pour que je puisse développer le projet davantage. Aujourd'hui, Diana dispose de 8200 poules pondeuses produisant par moins de 3000 œufs par jour. Un volume de production qui nécessitait jusqu'à présent des déplacements constants vers Cayenne pour le conditionnement de ces œufs. La difficulté qu'on avait, je devrais collecter les œufs pendant 7 jours avant de les faire partir à Cayenne. Et des fois, c'était pas facile à gérer parce qu'il y avait des casses et il y avait beaucoup d'œufs qui étaient déclassés. Donc, vu que j'ai cherché des solutions pour pouvoir faire quelque chose d'autonomie sur l'Ouest. Ce projet est nécessaire pour continuer à faire grandir sa production. Comme vous pouvez le constater, donc là, il y a la calibreuse, donc là où on va conditionner les œufs. Et là, il y a déjà des œufs qui sont arrivés pour la journée, que je dois conditionner et ensuite, on va emmener dans les magasins. Le centre de Diana est devenu une réalité. Son installation de calibrage est capable de traiter jusqu'à 9000 œufs par jour. Un gain de temps considérable, non seulement pour elle, mais aussi pour la filière avicole de l'Ouest guyanais. Maintenant, ce n'est pas la peine que mes œufs font le voyage pour aller à Cayenne, après retourner à Saint-Laurent. Là, c'est sur place. Et il y a même des personnes qui viennent acheter directement sur l'exploitation. Cette réussite n'est pas seulement personnelle. En effet, elle offre aussi une structure nouvelle et nécessaire pour tous les aviculteurs de l'Ouest guyanais. Diana se réjouit de pouvoir ainsi contribuer à la pérennité et au développement de son secteur. La chance que j'ai, c'est que je peux conditionner pour les autres. Je peux avoir jusqu'à 10 éleveurs qui peuvent venir conditionner s'ils ne savaient pas qu'il y avait un endroit où ils devaient venir conditionner les œufs. Ce rêve s'est concrétisé avec un coût total de 250 000 €, financé à hauteur de 75% par l'Union européenne et de 25% par des fonds propres.
Les sports à présent, avec d'abord nos volleyeurs qui brillent sur l'île de la Réunion. Les joueurs de l'Espoir de Floréal et les joueuses de l'Espoir de Floréal et les hommes du rayon de Petite-Anse participent depuis samedi à la Supercoupe fédérale. C'est à Saint-Leu. Les deux équipes martiniquaises sont qualifiées pour les demi-finales qu'elles disputeront donc demain mardi. Ce sera contre le Saint-Denis Olympique de la Réunion chez les dames et contre l'USL Montjoly de Guyane chez les hommes. Nos deux capitaines livrent leurs impressions à la veille donc de ces demi-finales à Carlsbad. Aujourd'hui, on se joue avec un effectif énormément réduit, moins de 50% de l'effectif habituel. Ceci dit, on s'est battu avec nos armes, donc on arrive à se qualifier pour cette demi-finale et on va donner tout ce qu'on a avec nos armes pour la suite. En début de saison, on avait dit qu'on serait allé pour gagner le tournoi. Qu'on arrive, on s'est mis comme objectif de faire parmi les deux premiers. On fait deuxième sur la première partie de tournoi. Maintenant, on est en demi-finale, c'est notre compétition qui commence. On voit que le niveau quand même est assez élevé et que les équipes se valent. Donc, en pensant finir en deuxième, on pense que c'est fini, mais non. Le plus gros reste derrière. Nos représentants à la Supercoupe fédérale de Saint-Leu sur l'île de la Réunion, c'est du volleyball. Donc, la Guadeloupe confirme son statut de terre de cinéma. Un nouveau tournage est prochainement prévu dans l'archipel, précisément sur l'île des Saintes. Le film, produit par la martiniquaise France Zobda, est un polar mystérieux baptisé Le fantôme des Saintes et il suscite bien des attentes dans la population saintoise. Rudy Rilsi. Décors naturels, paysages variés. Les îles des Saintes inspirent les cinéastes. Sur cette plage de Lens-Rodrigue à Terre de Haut, deux comédiens interprètent une scène du téléfilm policier Le fantôme des Saintes. Ok, merci. Action, répète. Réalisé par Marc Barra, ce téléfilm débute lorsque le corps d'une femme propriétaire de l'hôtel Tourment d'Amour est retrouvé en bas d'une falaise de l'archipel des Saintes. Le tournage mobilise une grosse équipe dans ce décor paradisiaque. On est entre deux collines rocailleuse avec un côté aride et puis le bleu du turquoise de l'océan. On est vraiment sur un très très beau décor. Une scène un petit peu d'action du film, voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire une petite scène bien comme il faut, comme on dit. Un téléfilm agrémenté d'action avec la capitaine Gaëlle Boisseau, interprétée par Anne Dessy, originaire de Terre de Haut, qui en plus de son enquête va devoir gérer une surprise plutôt romanesque. La cagette, elle reste dans le bateau apparemment. C'est quelqu'un que j'ai croisé 23 ans auparavant. C'est plus que croisé, j'ai eu une histoire d'amour avec lui. Et il est parti du jour au lendemain sans raison. Et donc non seulement je ne suis pas très contente que l'on m'envoie un binôme, mais en plus c'est un ancien amoureux que j'ai pas très envie de revoir. Dans ce téléfilm, il s'appelle Ludovic Augustin. Interprété par Denis Maréchal, il est originaire de Terre de Bas. C'est lui qui est mandaté sur l'île pour épauler la capitaine. Il y a une enquête, il y a une histoire d'amour, les deux sont mêlés, donc il y aura de l'intrigue et du romanesque. Le fantôme des Saintes compte également à son casting Audrey Postel ou encore France Zobda, mais aussi 120 figurants, parmi eux Aurélie Viennet. Je sais simplement que j'ai essayé une très jolie robe, mais c'est tout. Après, on aura la surprise d'ici mardi. Ce nouveau volet de la saga porté par France 3 ne sera diffusé que dans plusieurs mois. Le tournage du Fantôme des Saintes se poursuit jusqu'au 23 juin prochain. Alors on revient chez nous avec une exposition originale, celle des œuvres de Mounia, présentée à Tropic Atrium. La plasticienne, ex-mannequin vedette d'Yves Saint-Laurent, propose donc ses dernières créations dans la galerie André Arsenec. Une exposition baptisée « Inspiration du monde, Love is the answer », l'amour est la réponse, qui veut représenter le monde dans toute sa diversité. Visite guidée avec Delphine Bess et Patrick Jean-Guiteau. Elle peint au couteau, ou mieux encore, à pleine main sur la toile. Généreuse en acrylique, exubérante de couleurs. Une inspiration toujours nocturne dans le calme de son atelier de Fort-de-France. Comment est-ce que va Mounia aujourd'hui? Mounia va très bien, ça se voit, non? Mounia va très bien. Mounia fait un travail qu'elle aime, c'est-à-dire la peinture. Je vis de ma peinture maintenant. C'est une fierté, ça? Je dirais pas une fierté. C'est pas parce que ça marche bien, que les gens vous font des compliments, qu'il faille avoir la tête qui tourne ou on se dit oh, je sais tout, je vois tout, je. Non.
Car ce sont de grands noms qui encouragent la jeune femme à Paris dans les années 80. Buffet, César, le Martiniquais Henri Guédon pousse le mannequin à approfondir sa seconde passion, la peinture, et travailler sans relâche. 40 ans ont passé, Mounia est aujourd'hui cotée à Drouot. Je ne regrette pas les engueulades que j'avais venant d'eux et qui me disaient non, il faut encore travailler, ça c'est de la gneignette, c'est pas bien. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir rester à sa place et écouter. Et je remercie vraiment Yves Saint-Laurent et Pierre Berger parce que c'est grâce à eux si j'ai su comprendre la peinture vraiment, et la patience, et le respect. Pour Mounia, la couleur est amour, et le trait énergie. L'artiste sera là tous les jours pour guider le public à travers son exposition, toujours aussi avide de rencontres, de critiques et de questions sur son travail. Allez, on va terminer en musique avec le retour de Kassav en Europe. 3 semaines après une première sortie du côté de Sainte-Lucie, le groupe a entamé sa tournée ce week-end. C'était à Arles, dans le sud de la France. L'occasion de constater que même privé de plusieurs membres et sans Jacob Desvarieux, Kassav créait toujours l'événement. Nathalie Sarfati avec Massimo Bulgarelli. Dernière répétition pour Kassav sur la scène du Théâtre Antique d'Arles. Ils sont tous là ou presque. Il manque Jean-Philippe Martelly en convalescence et Jacob Desvarieux décédé il y a 2 ans. D'ailleurs, cette tournée du groupe antillais lui est entièrement dédiée. Il était nécessaire de retrouver la scène et lui dire qu'on l'aime, quoi. C'est tout. Simplement, je crois que c'est notre façon à nous de concrétiser le deuil. Pour moi, c'est ça. Celui qui endosse désormais le costume de guitariste, le voici, Karim Verger. À 23 ans, c'est avec beaucoup d'humilité qu'il remplace le musicien emblématique du groupe. J'étais vraiment en admiration, déjà de par son jeu, son son, et puis tout ce qu'il a composé en fait. Il ne faut pas chercher à être meilleur ou voilà. D'abord faire ce qu'il y a à faire avec beaucoup de respect et je pense qu'avec ça déjà c'est un bon début. C'est la voix de Jacob qui résonne en début de concert. Les titres s'enchaînent. Le public est dans l'ambiance, même si chacun pense au vide laissé par sa disparition. On est anxieux quand même parce que c'est le premier concert sans Jacob. Et ça. Il me manque que Desvarieux. J'ai beaucoup pleuré quand il est parti. Mais nous sommes là. Avec ou sans Jacob, ça restera toujours Kassav avec Jocelyne. Voilà quoi, c'est vraiment... c'est notre cœur. Il y a un autre petit nouveau dans la bande à Kassav, Patrice Ullmann. Artiste confirmé, il a dû tout apprendre pour s'intégrer dans le groupe. Il faut faire les chorés, il faut prendre les textes, il faut faire les chœurs. En même temps, il y a des mouvements, donc je suis dans tout ça en fait. Je suis en train de prendre mes marques, mais ça va aller. Avec quelques dates encore, ça va aller. C'était sans compter avec une météo capricieuse. La pluie s'invite et interrompt le concert. Mais pas pour longtemps. Après 30 minutes d'interruption, le public peut jubiler à nouveau. Inventeur du zouk, le groupe antillais n'a rien perdu de son énergie, même si on sent le poids des absents. À tout de suite. Voilà le génie de Kassav pour refermer votre journal local et régional dans lequel une petite erreur s'est glissée. Notez que ce sont bien les volleyeurs de l'Espoir de Sainte-Luce qui nous représentent donc sur l'île de la Réunion et donc pas de l'Espoir de Floréal comme annoncé par erreur. Notez donc l'un des principaux titres de cette édition. 42 morts, au moins 11 disparus, une centaine de blessés, des milliers de familles sinistrées. C'est le dernier bilan encore très provisoire livré par la protection civile haïtienne après les dramatiques inondations du week-end. L'ouest du pays a été très touché. La situation est particulièrement dramatique dans le secteur de Léogane.
N'oubliez pas vos rendez-vous d'infos en radio. Demain matin, 6h45, l'édito de Jean-Marc Party, 7h, le journal avec Pedro Monerville et 7h18, Sazot Kadi. Invité de Bertrand Caruche demain, Claude-Marie Magdelaine, vice-président de la Croix-Rouge Martinique. Restez avec nous pour notre tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. C'est dans quelques secondes. À tout de suite.